Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde des MNBC, qu'on appelle monnaie numérique de banque centrale, également connu sous l'acronyme anglo-saxon CBDC, Central Bank Digital Currency. Peu en parlent et pourtant cela va changer nos vies. Certains y verront une évolution technologique majeure, d'autres une régression des libertés individuelles, mais on s'accordera tous à dire que l'histoire nous prouve que l'être humain s'adapte en toutes circonstances, pour le meilleur tout comme pour le pire. Mais qu'est-ce qu'une CBDC exactement et comment fonctionne-t-elle? C'est ce que je vais vous expliquer point par point. Tout d'abord, une CBDC est une monnaie numérique émise et contrôlée par une banque centrale. Contrairement aux crypto-monnaies, comme le Bitcoin par exemple, qui sont décentralisées et indépendantes des autorités gouvernementales, les CBDC sont créées par les banques centrales des pays et sont sous leur entière responsabilité. Cela signifie que les gouvernements et les banques centrales ont un contrôle total sur l'émission, la distribution et la régulation de ces monnaies numériques. Les CBDC sont conçus pour fonctionner comme des formes numériques de monnaie fiduciaire traditionnelles telles que l'euro, le dollar, le yen, ça pourrait être aussi d'autres monnaies que je n'ai pas citées. En d'autres termes, elles sont destinées à être utilisées dans les transactions quotidiennes, comme les paiements en ligne, les achats dans les magasins, les virements entre particuliers et bien d'autres usages. Mais quelles sont les différences qu'on a, notamment entre une CBDC et l'argent que nous utilisons actuellement, l'argent liquide, vos pièces et vos billets de banque? Eh bien, la principale différence réside dans la forme physique. Déjà, alors que l'argent traditionnel est sous forme de billets et de pièces, les CBDC sont purement numériques, elles sont stockées sur des comptes bancaires virtuels ou des applications mobiles. Cela signifie que les transactions peuvent être effectuées instantanément, sans avoir besoin de manipuler de l'argent physique. Une autre caractéristique importante des CBDC est leur traçabilité. Les banques centrales ont la possibilité de suivre toutes les transactions effectuées avec ces monnaies numériques, ce qui peut être vu comme un avantage en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. Cependant, ça soulève aussi également des questionnements concernant la vie privée des utilisateurs, parce que les autorités pourraient potentiellement surveiller chaque mouvement financier que vous faites. En ce qui concerne l'adoption des CBDC, ça dépendra bien sûr des politiques qui sont mises en place par chaque pays. Certains gouvernements pourraient rendre l'utilisation des CBDC obligatoire pour certaines transactions, tandis que d'autres pourraient laisser le choix aux citoyens d'utiliser soit la CBDC, soit l'argent traditionnel. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi les banques centrales envisagent d'introduire les CBDC alors que nous avons déjà des moyens de paiement numériques, tels les cartes de crédit et les applications de paiement mobile. Eh bien, l'une des principales raisons est liée à la technologie de la blockchain et de ses nombreux cas d'usage. Cependant, une des raisons qui pourrait expliquer le fait que les gouvernements accélèrent soudainement la mise en place et le déploiement des CBDC dès 2025, pour on va dire les plus rapides, tandis que cela devrait se faire d'ici une décennie, et particulièrement lié à l'état des économies mondiales auquel on doit préparer une alternative pour sauvegarder et maintenir le contrôle du système financier en cas de défaillance majeure. Alors ça, c'est le point, on va dire, d'orgue, même si ce n'est pas celui qui est particulièrement mis en avant, on va dire. La blockchain, quant à elle, offre un niveau de sécurité élevé et une transparence dans les transactions, ce qui intéresse les banques centrales pour améliorer, ce qui intéresse, je veux dire, particulièrement les banques centrales pour améliorer le système financier. De plus, les CBDC pourraient faciliter les paiements transfrontaliers et réduire les coûts associés à ces opérations. Alors, je fais quand même une parenthèse en mettant en évidence que on parle principalement des CBDC, des monnaies numériques de banque centrale, vraiment distinctement, on va dire, des cryptoactifs, notamment de la crypto-monnaie, où là aussi on utilise bien sûr la blockchain, on utilise bien sûr du chiffrement cryptographique, on effectue des échanges tels que ceux que j'ai mentionnés, mais à la différence notamment que dans l'un c'est centralisé, pour ce qui concerne notamment les CBDC, tandis que pour ce qui est du Bitcoin et des applications, des cas d'usage et autres crypto-monnaies, on est plus dans un fonctionnement qui est plutôt, on va dire, partiellement, voire totalement décentralisé. Bien qu'il restera toujours une part de centralisation pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Cependant, malgré les avantages potentiels, les CBDC soulèvent également des inquiétudes. Par exemple, certains s'inquiètent que les CBDC puissent conduire à une centralisation excessive du système financier, ce qui pourrait donner encore plus de pouvoir au gouvernement et aux banques centrales. D'autres s'inquiètent de la vie privée et de la sécurité des données, car les transactions étant traçables,
ce qui est d'ailleurs aussi le cas pour ce qui concerne le Bitcoin et aussi les autres blockchains associées, à la différence que pour ce qui est du Bitcoin, ce n'est pas, on va dire, nominatif, c'est pseudonyme. Donc, on n'a pas cette visu nécessairement. On peut remonter les informations, mais on n'a pas une visu directe. Donc, il y a une certaine confidentialité des données, ce qui n'est pas le cas qui ne sera pas le cas avec l'usage des CBDC. Donc, on s'inquiète bien sûr de la vie privée et de la sécurité des données. Comme elles sont traçables, ça pourrait aussi exposer les utilisateurs à des risques de piratage ou de vol d'informations personnelles. Je tiens quand même à préciser que, même aussi pour ce qui concerne les crypto-monnaies, les personnes aussi concernées sont tout aussi dans la même situation. Donc, leur adoption dépendra, pour ce qui est des CBDC, des politiques gouvernementales et de la manière dont les pays géreront ces questions. Quoi qu'il en soit, les CBDC représentent une nouvelle étape dans l'évolution des systèmes monétaires et il sera intéressant de voir comment elles vont façonner l'avenir des paiements et de la finance. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, à savoir quel est le plan qui va être mis en place pour leur intronisation. Je vais vous faire là un rapide résumé de différents rapports qui ont été émis par la BIS, qui est notamment la Bank for International Settlements, qui est aussi en français la BRI, la Banque des règlements internationaux. Dans un futur système global, financier, toutes vos possessions, en fait, tous les actifs que vous posséderez seront tokenisés sur une blockchain gouvernementale centralisée, ce qui signifie que vous ne posséderez rien. Ce qui révèle ce que notamment a révélé un récent rapport de la Banque centrale des règlements internationaux, également appelé Banque des banques centrales. Ce n'est pas la première fois qu'elle publie notamment une étude qui est aussi, on va dire, perçue aussi de façon aussi alarmante, mais ça survient surtout à un moment où les banques centrales et les gouvernements se précipitent pour déployer leur monnaie numérique de banque centrale. Aujourd'hui, je vais vous résumer ce rapport et vous dire notamment ce que vous pouvez faire pour protéger, ou du moins avoir des idées sur ce que vous pouvez faire pour protéger notamment vos finances, vis-à-vis notamment de tout ce qui va être autour, de près ou de loin des CBDC. Donc pour ce qui concerne ce rapport, qui a été notamment intitulé par la traduction en français Projet de système monétaire futur, améliorer l'ancien pour permettre le nouveau. Donc ce rapport et la troisième partie d'un rapport économique annuel beaucoup plus vaste, qui a été publié notamment par cette BRI, cette BIS. Vous trouverez bien sûr les informations sur Internet. Il y a une multitude, bien sûr, de vidéos YouTube par d'autres personnes qui sont tout aussi, qui expliquent ça tout aussi bien. Par contre, vous trouverez beaucoup de contenus qui seront plutôt en anglais, donc c'est pas nécessairement simple, mais il y a de la matière. Et bien de vous renseigner, de savoir de quoi cela parle. Donc l'an dernier, un responsable notamment de la BIS, de la BRI, Monsieur Young Song-shin, avait notamment été bombardé de questions sur la raison d'être de ces technologies concernant les CBDC. Et cette année-là, notamment la conférence de presse a été, pour ce qui est de cette année, la conférence de presse a été quelque peu différente. Il a eu pas nécessairement besoin de répondre aux questions, mais plutôt a fait que répondre sur un script qu'il avait déjà à disposition pour éviter justement un certain nombre de questions gênantes, en affirmant que la tokenisation pourrait intégrer la conformité réglementaire de chaque actif numérique. Donc quand on parle par tokenisation, c'est de prendre un actif et d'en faire, on va dire, une image, une identité numérique qui serait contenue, on va dire, dans un support numérique, et ce serait ça qui ferait foi. Donc la tokenisation, selon les auteurs du rapport, pour ce qui est des CBDC, est le processus de représentation numérique des actifs sur une plateforme programmable. Ils reconnaissent que les crypto-monnaies ont été les pionnières de la programmabilité, au sens qu'on parle là de la cryptographie et non pas des CBDC, mais qu'ils considèrent que ce système-là est défectueux et qu'il ne peut pas remplir notamment le rôle de monnaie. C'est pour dire que par exemple la cryptographie avec les actifs que peuvent être Bitcoin et notamment les altcoins ne pourrait jamais être en soi un jour une monnaie reconnue, mais que ce serait uniquement que les CBDC qui auraient été émises par les banques centrales. Et ça pour une raison de confiance. Donc je fais une aparté en rappelant que notamment une monnaie fiduciaire est une monnaie qui est basée sur la confiance de ses utilisateurs envers son émetteur,
Et en précisant aussi bien sûr que le mot fiduciaire vient du latin fiducia, qui signifie confiance. Donc je vous laisse seul juge de la confiance que vous avez sur la valeur de la monnaie que vous utilisez chaque jour et de sa valeur future. Et notamment de surcroît des banques centrales et de ce qu'ils vous mettront à disposition. Donc ils souhaitent mettre en place un registre mondial de CBDC où tous les actifs seraient tokenisés, y compris les actions et l'immobilier. Donc même votre maison, en fait, votre titre de propriété serait lui aussi tokenisé numériquement et naturellement serait émis, géré et contrôlé par ces mêmes entités sous leur égide. Donc, c'est de là où on parle de la centralisation et du contrôle de l'information et de ce qu'elles peuvent être faites avec. Donc, dans ce système, vous posséderez littéralement rien. En fait, vous n'êtes vraiment pas propriétaire de ces mêmes informations puisqu'elles seraient stockées dans des supports dont le contrôle et la gestion seraient faites par des tiers, qui n'est pas vous. Les banques centrales, notamment et les gouvernements, auraient le pouvoir de décider quelles transactions vous pouvez effectuer, quelles choses vous pouvez vendre, ou même de révoquer vos propriétés sur certains actifs. Donc on pourrait très bien vous exproprier, tout simplement, sur la base de cette technologie. Ce serait tout à fait possible techniquement. Maintenant, si vous pouvez bien sûr mettre en évidence d'autres possibilités, mais voilà, c'est pour bien vous montrer que c'est pas nécessairement quelque chose de super à savoir. Il y a bien sûr une partie importante du rapport qui traite de l'interconnexion des systèmes financiers, où les auteurs prônent la création d'un registre mondial unifié. Ils évoquent aussi la possibilité que, euh, notamment, il puisse y avoir une coexistence entre différents régimes. Par exemple, celui des cryptoactifs, des crypto-monnaies qui existent déjà avec notamment les CBDC, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça le sera tout le temps ou temporairement d'ailleurs. Mais qu'à terme, il deviendra toute partie intégrante de ce registre global. Donc les banques centrales contrôleraient ce registre mondial, mais le secteur financier privé, les gouvernements et les régulateurs auraient également leur mot à dire. Maintenant, notamment pour ce qui concerne la protection des actifs financiers, on va dire ce changement, alors bien sûr, il ne faut pas rester passif, il faut bien sûr s'informer, il faut voir les différents et notamment être conscient des différents développements concernant notamment l'avènement bien sûr de ces CBDC. Et bien sûr, il faut prendre toutes, on va dire, les démarches qui sont nécessaires pour pouvoir protéger votre patrimoine et faire au mieux pour que cette transition puisse se faire sans qu'elle ait de grands impacts ou de conséquences sur celle-ci. Enfin, notamment, je tiens à mettre en évidence, pour faire une aparté, ce qui a déjà été dit par une personne. Je ne sais pas si vous connaissez Klaus Schwab, qui est notamment un ingénieur et un économiste allemand, qui est né notamment avant la Deuxième Guerre mondiale, le 30 mars 1938 à Ravensburg, en Allemagne. Il fonde en 1971 le Symposium européen du management, qui a été organisé à Davos, en Suisse, et notamment qui deviendra en 1987 le World Economic Forum, dont vous avez peut-être jamais entendu, mais sûrement que vous en entendrez beaucoup parler à l'avenir. Donc, lors d'une conférence regroupant toutes les têtes pensantes du monde économique, il a été dit par ce monsieur Klaus Schwab, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Donc, si vous ne mesurez pas la gravité de ces paroles et de ce vers quoi les États se dirigent dans leur politique économique, démographique et géopolitique, alors vous serez les premiers à en être victimes. Je vous invite bien sûr vivement à toutes celles et ceux qui ont encore, je dirais, pour être poli, un cerveau qui fonctionne et non asservi, ou qui ont encore la capacité de réfléchir, de vouloir comprendre et de savoir à ce qui les entoure jusqu'à leur dernier souffle, à s'instruire bien sûr et instruire leurs enfants pour qu'ils conservent leur dignité et leur liberté fondamentale à l'avenir. C'est vraiment important de savoir ce qui va advenir pour pouvoir justement nous préparer à ça, parce que ce ne sera pas nécessairement quelque chose qui sera que du positif. Maintenant, nous allons finir notamment par une description en deux parties qui va répondre aussi à deux questions. Alors, qu'est-ce qui a été décidé pour mettre en œuvre les CBDC d'ici 2025? Et notamment, dans un second temps, la deuxième question qui pourrait se poser, c'est quelles sont les prévisions des banques centrales? Donc, pour ce qui a été décidé pour mettre en œuvre par les CBDC d'ici 2025, nous avons les banques centrales qui ont accéléré, on va dire, le processus de mise en place des CBDC, de ces monnaies numériques de banque centrale.
Et notamment dans les derniers rapports qu'ils ont émis, je vais aussi vous synthétiser un peu les informations pour vous donner certain historique. Donc la Banque Centrale Européenne, particulièrement, a commencé à étudier l'euro numérique en octobre 2021. Dans le premier rapport, la Banque centrale déclarait que la confidentialité ne serait pas possible et que l'euro numérique pourrait être programmable, c'est-à-dire que vous n'auriez pas le contrôle sur votre argent. Donc un peu comme ce qu'il y a, on va dire, par exemple en Chine, où ils peuvent définir que les personnes tous possèdent un portefeuille numérique. Sur ce portefeuille numérique, vous avez versé votre salaire. Ce salaire doit être utilisé dans un certain temps, donc d'une date temps à une date temps, et que si vous ne l'utilisez pas tout ou partie, ben, vous pouvez tout simplement le perdre. Voilà, le fait de programmer notamment ce que vous faites de votre argent. Et ça ne vous laisserait pas d'autre choix. Donc ça pourrait permettre tout simplement de programmer l'économie, un peu la piloter comme le feraient les banques centrales à l'heure actuelle concernant la gestion des taux d'intérêt. Mais là, ce serait une démarche de contrôle qui serait en fait poussée à l'extrême, puisqu'elle elle impacterait pas, on va dire, les États dans leur globalité ou un continent, ce serait tout simplement le tout à chacun. Donc, ça peut, la limite, on va dire, de l'acceptable, difficilement identifiable. Donc, notamment le deuxième rapport, la Banque centrale a changé son fusil d'épaule en affirmant qu'elle ne s'occuperait pas notamment de l'émission et du rachat des euros numériques et que le secteur bancaire commercial, les banques commerciales en fait géreraient le reste. Elle prétendait également que seules les banques commerciales pourraient voir les transactions, mais pas notamment la Banque centrale européenne elle-même. Donc, d'une certaine manière, se désengager sur le contrôle et les vérifications, bien qu'en fait c'était ça l'objectif initial, au travers de cette technologie. Donc, toutefois, le troisième rapport d'étape, lui, ne traite pas de la programmabilité de l'euro numérique. En fait, il indique que l'euro numérique ne sera jamais programmable. Donc voilà les différents discours qui se contredisent, qu'il y a eu, on va dire, au travers des différents rapports précédents qu'il y a eu. Donc cependant, il est intéressant de noter que le changement de position de la Banque centrale européenne concernant la programmabilité, notamment des CBDC, a eu lieu peu après la publication du deuxième rapport. Donc il est difficile de les croire, surtout qu'après les déclarations de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, notamment lors apparemment d'un canular vidéo qui a été fait par des plaisantins russes, où elle a admis que les transactions en euros numériques seraient contrôlées par la Banque centrale et qu'elle a envisagé de ne pas imposer de contrôle sur les petites transactions. Ça suggère que l'euro numérique aurait certaines fonctionnalités qui seraient programmables, donc contradictoires avec ce qu'on a dit précédemment. Notamment Christine Lagarde a également révélé pourquoi la Banque centrale souhaitait absolument l'avènement de l'euro numérique. Donc après ces déclarations, les politiciens de l'Union européenne ont posé de nombreuses questions à la Banque centrale européenne concernant l'euro numérique. Donc on a notamment M. Fabio Panetta, qui est membre de la Banque centrale européenne, qui a répondu à ces questions. Il a affirmé que l'euro numérique aurait une limite de 3 000 euros, donc un plafond de 3 000 euros. Je pense que pour ceux qui ont des salaires supérieurs à 3 000 euros, ça va leur poser, ils vont probablement se poser un grand nombre de questions. Et je pense que ces questions sont très légitimes parce que déjà, ça pourrait suggérer, même si on évoque là une hypothèse, qu'il y aurait un plafonnement des salaires. Et tant bien même, on ne pourrait pas priver certaines personnes de vouloir s'octroyer des salaires supérieurs à 3 000 euros parce que on ne peut pas, de toute apparence, posséder plusieurs comptes, ou du moins pas le faire facilement. Il va bien falloir une solution à ça, parce que on imagine mal un monde dans lequel déjà vivre avec 2000 euros étant difficile en France, de pouvoir vivre juste avec 3000 euros. Donc c'est impensable, surtout en voyant comment le monde évolue année après année. Donc ça laisse pantois. Donc, et en indiquant que cette limite pourrait être probablement augmentée avec le temps. Donc la Banque centrale aussi n'avait pas la capacité de mettre en œuvre des paiements programmables, et que pour ce qui concerne, malgré toutes ces informations, cependant, cela contraste avec les déclarations précédentes qui avaient été effectuées par la Banque centrale européenne. Donc, il a aussi été révélé que l'euro numérique ne pourrait jamais être lancé, mais que notamment si c'est que c'était une possibilité, mais que certaines situations, on va dire,
géopolitique pourrait rendre nécessaire l'émission d'un euro numérique, euh, quoi qu'il en soit. Donc ça laisse aussi à suggérer que c'est pas nécessairement pour des bonnes raisons que l'euro numérique pourrait être mis en place. Mais ça reste bien sûr qu'une hypothèse. Donc il est évident que ces préoccupations n'ont pas été suffisamment prises en compte, car quelques jours plus tard, bien sûr, la Banque centrale a envoyé un porte-parole tout simplement pour faire une série de déclarations et tout simplement remettre un peu d'ordre, on va dire, dans toutes ces questions qui sont restées avec des réponses, on va dire, plutôt évasives, et en indiquant bien sûr que il y aura bien sûr des éléments qui seront apportés au fur et à mesure qu'on se rapproche justement de l'échéance, et on va y venir. Donc dans le troisième rapport, cela nous amène notamment à parler pour ce qui concerne notamment l'intention de proposer une réglementation pour établir l'euro numérique. Parce qu'il faut bien sûr mettre un cadre légal pour la mise en place de celle-ci. Donc elle prend en compte un grand nombre d'éléments et de toute apparence, sauf erreur, du moins pour les informations que j'ai pu relever, c'est prévu pour la date du 23 octobre 2023. Et là, on saura probablement justement quand et comment ça va être mis en place officiellement. Donc la feuille de route pour le déploiement de l'euro numérique, c'est ce qui va être évoqué à cette date. Et pour ce qui concerne notamment ce qu'elle contient, voilà les grandes lignes. Donc les fonctionnalités sont regroupées en trois catégories qui composent trois sections du rapport. Donc la première étant l'accès, la détention et l'inscription en euro numérique. La partie 2 étant l'aspect de distribution. Et 3, les services et fonctionnalités de l'euro numérique. Donc les auteurs du rapport notent que la Banque centrale européenne a discuté bien sûr de ses fonctionnalités avec les parties prenantes. C'est le terme qui d'ailleurs a été évoqué lors du Forum économique mondial, donc le World Economic Forum, dont on a déjà parlé précédemment. Donc ça vous laisse justement à réfléchir sur pourquoi les CBDC et quelles sont les personnes qui peuvent être en lien de près ou de loin avec cette mise en œuvre. Donc les auteurs affirment également qu'ils ont consulté la société dans son ensemble. Donc, petit aparté, vous me direz si vous avez eu vent d'une quelconque sollicitation pour donner votre avis, de façon directe ou indirecte, concernant les CBDC, que ce soit d'ailleurs de près ou de loin. Bon, ça laisse tout de même perplexe. Concernant l'accès, la détention, notamment, et l'inscription en euro numérique, les auteurs commencent par dire que l'euro numérique se concentrera d'abord sur les particuliers, et par la suite notamment les institutionnels. Donc c'est un peu comme une période de test, hein, je pense, avant de pouvoir le déployer, parce que ça peut être aussi quelque chose qui, s'il ne fonctionne pas comme ils l'entendent, ne sera pas nécessairement approprié pour les institutionnels, qui voudront sûrement par réticence rester sur l'ancien régime, on va dire. Donc il est probable que ça va se faire en deux temps. Il est fort probable qu'en 2025, on soit les premiers à en être les utilisateurs de façon peut-être optionnelle avant que ça devienne un régime obligatoire et que ça s'applique aussi pour les entreprises à terme, d'ici 10 ans. Bon, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs précisent que l'euro numérique pourra également être utilisé dans certains pays tiers. Et ça, donc, ce serait notamment utilisé par les particuliers et les institutionnels dans un second temps, mais que pour les particuliers, y compris ceux qui notamment résident à l'étranger pourraient avoir un accès à l'euro numérique ou en faire usage. Donc ça pourrait sous-entendre qu'il y aurait une exportation de l'euro numérique, un peu à l'image de ce qui est le dollar en monnaie de référence. Donc, les auteurs révèlent également que le processus d'inscription pour l'euro numérique sera identique à l'ouverture d'un compte bancaire normal. Cela serait simplement par exemple une fonction ou une option activable sur votre compte bancaire. Cependant, il n'est pas dit et il est fort probable ou possible que ce ne soit pas une option, et que ce soit un choix obligatoire réglementaire. Donc, les auteurs révèlent également que les comptes individuels auront des limites pour les détentions en euros numériques. Ça, c'est ce qu'on avait évoqué avec un plafond apparemment au départ qui pourrait être potentiellement de 3 000 euros et le restant serait sur votre compte annexe qui pour l'instant resterait encore, on va dire, utilisable comme vous le faites déjà tous les jours actuellement, et peut-être que petit à petit, au fur et à mesure qu'ils mettront en place les règles et le mode de fonctionnement, on s'attendrait à aller uniquement que sur des comptes numériques, avec des plafonds qui leur sont propres, ou contrôlés ou gérés d'une façon spécifique. Mais probablement, sûrement du cas par cas. Donc les comptes institutionnels, notamment, n'en auraient pas au début. Donc ils évoquent aussi également la fonctionnalité
de cascade qui convertit automatiquement les euros numériques en euros classiques. Donc c'est ce qu'on évoquait là précédemment. La théorie voudrait que par exemple on aurait des comptes au début plafonnés à 3000 euros en numérique, et par la suite, si vous gagnez par exemple 5000 ou qu'on vous devez vous verser 5000, les 2000 restants ils seraient reversés sur le compte classique, on va dire. Maintenant, si vous dépassez bien sûr la limite de détention, ce qu'on a évoqué, donc on a aussi la catégorie de la... Et ça, plutôt, on va dire, ça rentre dans la catégorie de programmabilité. Donc, ils nous auront beau dire qu'ils ne veulent pas mettre en place de programmabilité de la monnaie, mais de toute apparence, c'est exactement ce qu'il va y avoir pour mettre en œuvre ça. Donc, comme on l'a constaté ensemble, les banques centrales, elles ont tendance à tordre les définitions, et ce pour maintenir un certain ordre social, je dirais. Donc il est important aussi que vous sachiez que lorsque l'on parle de confidentialité, comme on l'a évoqué auparavant, ça signifie pas qu'on ne sait pas qui vous êtes ou ce que vous faites, mais bien que les entités concernées ne divulgueront pas ces informations en fonction des circonstances. Ça, il faut vraiment le savoir. Parce que on parle bien sûr de ce que c'est la CBDC et comment ils vont la mettre en œuvre, mais il y a aussi ce caractère-là qui est important. Et ça, cette traçabilité, euh, voilà, elle a aussi ses limites au niveau de la confidentialité. Donc pour empêcher bien sûr les individus de contourner la limite de détention en ouvrant plusieurs comptes bancaires, chaque personne n'aura qu'un seul compte en euros numériques, partagé entre tous ses comptes bancaires. Donc cette règle sera appliquée en utilisant bien sûr un identifiant de compte en euros numériques, probablement un identifiant numérique propre à l'Union européenne. Je pense qu'un peu à l'image d'un IBAN, sûrement qu'on aurait on va dire un IBAN numérique individuel, et ce pour quels que soient les comptes dont on pourrait être possesseur, sous réserve bien sûr qu'on soit encore en mesure d'en avoir plusieurs. Donc la distribution de l'euro numérique, elle, nous amène bien sûr sur la deuxième section du rapport qui concerne cet aspect de distribution. En bref, le schéma oblige toutes les entreprises à accepter l'euro numérique comme un mode de paiement et les oblige également à pouvoir payer leurs employés en euros numériques. Donc, là aussi, une petite aparté. Si votre monnaie, en l'occurrence l'euro, se déprécie, voire s'effondre, comment pensez-vous pouvoir sauvegarder votre patrimoine? Ça, c'est une question auquel on peut penser, je pense, hein, légitimement. Ça nous amène aussi à la deuxième question logique. Il sera très difficile de faire de l'échange de devises, et donc d'un arbitrage, sans que vous n'ayez à montrer patte blanche. Donc clairement, on peut résumer ça, on vit ensemble, on meurt ensemble, sauf si tu es riche. Donc une autre information intéressante, c'est que les auteurs affirment que les paiements en euros numériques seront possibles via des applications bancaires ou des applications mobiles émises par la Banque centrale. Donc ça pourrait signifier qu'on peut faire des paiements avec des applications classiques qu'on utilise déjà, mais ça pourrait aussi dire que c'est tout à fait possible qu'on soit amené à devoir utiliser des applications de banque centrale, donc qui sont émises par eux, pour des usages bien précis. Donc néanmoins, les acteurs promettent que bien sûr les banques commerciales traiteront toujours les paiements avec l'application notamment de la Banque centrale. Donc ça laisse songeur. Donc les auteurs notent que les paiements numériques pourront toujours être effectués en tapant simplement sur votre téléphone mobile, mais ils envisagent aussi d'émettre une carte physique en euros numériques pour ceux qui n'en possèdent pas. Parce qu'il faudra bien que ceux qui ne possèdent pas ou qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à un téléphone mobile, un smartphone en mesure de le faire, et la capacité avec un autre moyen. Donc pour ce qui concerne maintenant la partie services et fonctionnalités de l'euro numérique, ça concerne bien sûr la troisième partie du rapport qui traite des services et fonctionnalités de l'euro numérique. Là, il y a une liste qui comprend bien sûr les paiements, des paiements récurrents et des paiements qui sont déclenchés depuis un autre compte lorsque certaines conditions sont remplies. On peut dire que ces deux services impliquent une certaine programmabilité. Encore une fois, voilà, on tente à dire non, il n'y aura pas de programmabilité, mais tout laisse à penser qu'il n'y aura pas le choix et que c'est juste un jeu de mots. Cependant, bien sûr, selon les auteurs, ces services optionnels sont appelés paiements conditionnels, qu'il ne faut pas en aucun cas, bien sûr, confondre avec l'argent programmable. Là, on joue sur les mots. Les auteurs donnent une définition de l'argent programmable. L'argent programmable signifie que des unités d'euros numériques sont utilisées uniquement pour acheter des types spécifiques de biens et ou de services,
ou pour acheter tout simplement dans une certaine période ou un lieu. Et là, on en revient à l'exemple que je vous disais, un peu assez peu particulier de la Chine, où ils définissent que telle somme pourrait être remise à un tel portefeuille, doit être utilisée entre telle date et telle date, sous telle ou telle condition. Donc voilà, là aussi, je vous laisse vous faire votre propre idée. Donc sachez que c'est exactement ce que feront toutes les CBDC. Dans le cas notamment de l'euro numérique, il reviendra probablement aux intermédiaires de mettre en œuvre cette programmabilité, au sens que ce serait fort probable que ce soit au regard de tout ce qu'il y aura à faire, les banques, notamment commerciales, qui vont devoir gérer tout l'aspect logistique pour l'usage et la mise en œuvre, et que la Banque centrale serait plutôt un intermédiaire pour un certain nombre de prestations particulièrement, et surtout de la traçabilité, dont on parle depuis toujours, depuis le début, à savoir le contrôle et la gestion. Donc ils décrivent aussi également les paiements conditionnels comme une technologie innovante en développement, ce qui n'a sûrement rien à voir avec la programmabilité de toute apparence. Mais attendez, vous n'avez rien vu, le meilleur est à venir. Les acteurs spécifient également que la Banque centrale aidera ses intermédiaires en lui fournissant ses propres services de paiement conditionnel. Les acteurs révèlent ensuite que les services de paiement conditionnel de la Banque centrale se concentreront sur les paiements transfrontaliers avec d'autres CBDC. Donc, encore une fois, les banques centrales vont intervenir ou user de tous les droits qui sont les leurs, mais ils vont sûrement axer ça particulièrement pour tout ce qui concerne les échanges transfrontaliers, du moins dans la partie, on va dire, le secteur dans lequel ils performent. Les auteurs du rapport admettent qu'il n'y a pas de calendrier fixe pour le lancement de l'euro numérique, mais si elle est approuvée, bien sûr, cela suggère que ça pourrait être lancé dès 2025, à condition bien sûr de remplir certaines conditions préalables, notamment l'introduction d'une identité numérique. Et bien sûr, là, c'est une hypothèse qu'il y aurait une crise qui pourrait forcer ou obliger son adoption. Parce que c'est pas de toute apparence, les sondages qu'il y a eu en Union européenne ne sont pas très favorables à l'intronisation des monnaies numériques de banque, et que pour pouvoir mettre en place ça ou voir éventuellement forcer l'adoption, il va falloir passer par des motifs qui puissent le justifier. Voilà. Donc là aussi, ça pose du questionnement. Il est également indiqué que les auteurs se demandent comment procéder à la distribution initiale de l'euro numérique. Et donc, la méthode la plus simple serait de trouver un prétexte. Donc, pourquoi les banques centrales veulent-elles des CBDC? La réponse se trouve bien sûr on va dire par exemple, dans notamment le canular téléphonique qui avait notamment piégé Madame Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, où elle a dit notamment nous ne voulons pas dépendre de la monnaie d'un pays peu amical. Ça pourrait être bien sûr n'importe quel pays. Nous ne voulons pas plus bien sûr dépendre d'une monnaie amicale provenant d'une entité privée. Donc, en l'occurrence, c'est pour dire que bien sûr, il faut être très vigilant sur ce qui vient d'ailleurs, et que on doit protéger, on va dire, nos monnaies nationales, ce qui est tout à fait légitime et normal. Bien sûr, ça passe par on va dire, une certaine centralisation et une certaine façon de gérer les monnaies numériques de banque. Donc, là aussi, ça pose beaucoup de questionnements. Donc ça fait bien sûr référence sans équivoque, notamment aux crypto-monnaies et aux stablecoins. Donc il y a bien sûr, il n'y a pas que du bon et du mauvais dans les crypto-monnaies. Et bien sûr, cette expérience-là permet justement aux différents protocoles qui les créent, les déploient et les utilisent de s'améliorer. Et d'ailleurs, sont sûrement grâce à ça qu'ils vont prendre probablement beaucoup d'avance sur la mise en place des CBDC, mais que cette programmabilité, telle qu'elle est aussi d'ailleurs pour les crypto-monnaies, n'a pas la même envergure et la même conséquence sur le fonctionnement. Donc, et d'autant plus quand c'est décentralisé que quand c'est centralisé. Donc là, je vous laisse bien sûr vous renseigner pour voir les différences notables qu'on peut avoir sur la crypto-monnaie et les CBDC pour vous faire votre propre idée. Donc la Banque centrale, tout comme d'autres banques, craint de perdre le contrôle sur leur monnaie nationale au profit du dollar américain, ce qui se comprend. D'autant plus que là, on parle depuis un certain temps d'une dédollarisation, notamment du monde,
Donc ça pourrait laisser à penser qu'il y aurait un nouvel acteur au niveau des monnaies de référence, voire éventuellement que d'autres monnaies prendraient un peu plus de part sur l'échiquier mondial, ce qui d'un point de vue n'est pas une mauvaise chose, puisque ça peut rétablir un certain équilibre, on va dire, des pouvoirs à l'échelle mondiale, mais aussi peut aussi permettre d'avoir un choix, de ne pas être dépendant d'une seule et unique monnaie, ce qui n'est pas nécessairement favorable pour un ensemble. Par contre, le fait de vouloir mettre en place, on va dire, un système qui permet de centraliser l'information, de pouvoir avoir une visibilité complète et de ne plus laisser le choix, euh, voilà, par l'utilisation tout simplement de la monnaie physique. Là, c'est bien sûr, là, c'est l'aspect confidentialité qui en prend un coup, et pour lequel justement pose là aussi un grand nombre de questionnements. Donc, pour ce qui concerne notamment l'évolution sur la partie finale, donc d'ici la fin de la décennie, il va y avoir 15 devises numériques de banque centrale qui seront en circulation sur la base de ce qu'on sait à l'heure actuelle. C'est suite à une enquête qui a été menée justement par la BSI, donc la Banque des règlements internationaux. Cette enquête, elle a révélé que 93% des banques centrales travaillaient sur des devises numériques et que certaines considèrent cela un peu de façon, on va dire, dystopique. L'enquête inclut aussi des questions sur les crypto-monnaies, ce qui est important car à partir du 1er janvier 2025, les banques centrales seront autorisées à détenir des crypto-monnaies dans leur bilan. Et ça peut aussi changer beaucoup de choses. Notamment pour ce qui concerne l'enquête de la BSI, intitulée Faire des progrès, notamment des résultats de l'enquête de 2022 sur les devises notamment numériques de banque centrale et des crypto-monnaies. Il a été notamment évoqué un grand nombre d'éléments, donc à savoir que les devises numériques de banque centrale sont des devises numériques qui sont émises par les banques centrales, ce que l'on sait déjà. L'enquête révèle aussi que 86% des banques centrales ont participé notamment à cette enquête. Elles représentent moins de la moitié des 200 banques centrales mondiales. Euh, Notamment les 86 banques représentent 82% de la population mondiale et 94% de la production économique. Donc c'est pas négligeable, on va dire. Donc, pour ce qui concerne notamment les devises numériques de détail, elles seront destinées aux citoyens ordinaires. Donc on parlait là des particuliers, tandis que pour ce qui est les devises numériques de gros qui sont destinées aux institutionnels, celles-là, elles sont pas encore, elles sont plutôt dans une phase de test, mais pas encore prêtes au déploiement, on va dire au plus tôt. Donc les stablecoins, une catégorie de crypto-monnaie qui a adossé un actif stable, par exemple pour l'USDC ou l'USDT que je citerai pour exemple, adossé au dollar, donc une monnaie fiduciaire. Elles sont aussi notamment sous surveillance. Donc, certaines banques centrales étudient la possibilité de garantir les stablecoins par des devises numériques de banque centrale, ce qui suscite bien sûr des inquiétudes quant à la concurrence avec les monnaies nationales. Donc c'est pas non plus pour rassurer tous les utilisateurs, notamment de crypto-monnaies, qui, si un jour savaient que les monnaies, notamment USDC, USDT, seraient backées sur des monnaies de banque centrale, on serait donc assujetti au même risque que celle des banques centrales par rapport au système traditionnel. Alors que justement, l'utilisation des crypto-monnaies dans son invention a été fait pour décentraliser l'ensemble et pour justement être, je dirais, une parade un monde, on va dire, des institutions monétaires euh, tout simplement traditionnelles qui viendraient à s'effondrer pour permettre d'avoir une alternative. Donc là, petit à petit, on sort on va dire, du modèle. Donc l'enquête met aussi en évidence que 93% des banques centrales travaillent sur des devises numériques et notamment environ 20% prévoient de lancer une devise numérique de détail dans les 3 prochaines années. Donc de cet ensemble, on a déjà 20% d'entre eux qui prévoient d'ici notamment 2025-2026 de les déployer. Donc les systèmes de paiement rapide font l'objet bien sûr d'investigations de la part des banques centrales. Bien sûr, on a 80% des banques centrales qui estiment que les systèmes de paiement rapide et les devises numériques de banque centrale ne sont pas mutuellement exclusives, donc qu'il va falloir une certaine cohabitation, ce qui est plutôt rassurant pour nous parce que ça laisse bien sûr du temps pour pouvoir préparer leur arrivée, que ce soit positivement ou négativement. Les actifs, notamment cryptographiques, ont été qualifiés de menaces pour la stabilité financière par les auteurs.
Cependant, bien sûr, les stablecoins ne sont pas largement utilisés pour les paiements, la plupart des transactions étant liées au transfert d'argent. Donc on voit bien que il est probable qu'il y aurait une cohabitation, mais que c'est pas voué à durer. Donc c'est pas bien sûr en fonction, ce sera pas nécessairement de partout, mais ça signifiera qu'il est probable que ça va pas que l'usage des cryptoactifs tel qu'on le connaît actuellement ne soit plus le cas d'ici quelques années. En conclusion, bien sûr, l'enquête suggère que les devises numériques de banque centrale et les systèmes de paiement rapides pourraient coexister pour le moment, mais que, bien sûr, l'adoption et l'utilisation des devises numériques pourraient être limitées en raison des préoccupations concernant la liberté financière, les cyberattaques potentielles et bien sûr la disponibilité d'options alternatives telles que les crypto-monnaies. Et donc on en revient une nouvelle fois, bien sûr, à ce que nous avions évoqué précédemment. Donc à cela s'ajoute bien sûr, tant qu'il existera des nations qu'on peut qualifier de crypto-friendly, bien sûr la cryptographie sous toutes ses coutures elle perdurera. Il existe quasiment aucun moyen qui puisse mettre fin à l'usage de Bitcoin sans devenir, on va dire, un paria, ou hormis un scénario que j'espère ne jamais vivre de mon vivant, un monde un peu à la Minority Report, pour ceux qui connaissent ce film de Tom Cruise. Donc la différence fondamentale qu'il faut en retenir, c'est que la technologie cryptographique, elle a de multiples cas d'usage, elle est très use case, et ça c'est pas le cas des CBDC, qui ne serviraient que pour les transactions et pour la traçabilité, on va dire, au sens propre du terme. Elles ne sont pas juste, bien sûr, elles sont juste qu'un autre moyen de contrôle plus élaboré, car cela s'effectue à la source de chaque action en échange d'un service. Donc je souhaite de tout cœur que tout ça vous permette de préparer au mieux votre avenir, dès maintenant, et que cela a été instructif. Je vous convie pardon, à suivre bien sûr mes prochains podcasts. J'espère que vous avez pu rester jusqu'au bout, que c'était un petit peu long. Vous avez été des courageux, vous êtes des guerriers. Et puis restez à l'écoute et si vous avez aimé, vous savez quoi faire.